Bon, alors dans cette partie, on va chercher à faire le lien avec ce qui suit et avec les autres cours que vous avez pu voir en informatique qui parlent de complexité. Donc, ce que je vais faire, c'est en fait faire quelques rappels simples sur la complexité des algorithmes, des programmes, etc. Parce que mon expérience montre que ce n'est pas superflu, d'une part, et que d'autre part, le lien entre ce que je vais raconter après, qui est la théorie de la complexité, et la complexité, comme on va l'utiliser dans les algorithmes, dans les cours d'algorithmique, est pas toujours évidente. Donc je vais faire un petit retour là-dessus avec des exemples. Donc c'est des choses plus terre à terre que ce qui précédait sur de la logique ou la calculabilité, où je vais parler de vrais programmes écrits dans des langages de programmation comme Java. Donc exemple, le problème du maximum. Je me donne n entiers et je veux déterminer le maximum de ces entiers. Ou le problème du tri. Je me donne n entiers et je veux les trier. Ok, alors, donc voici un exemple de programme pour résoudre mon problème du calcul du maximum. Donc écrit en Java. Et donc, si je veux parler de sa complexité, il faut que je dise comment je la mesure. Donc une première façon de faire, c'est de prendre le nombre de comparaisons. Et si je fais ça, je me rends compte qu'en fait, je fais une boucle pour la longueur du tableau, et que pour chaque itération de la boucle, je fais une comparaison. Donc en fait, j'ai n-1 comparaisons. Par contre, si ce que je cherche à compter, c'est le nombre de fois où je fais des affectations, donc cette instruction-là, typiquement, et bien là, ça dépend du résultat, justement, de la comparaison, puisque cette affectation, je ne la fais que si ce test-là est positif. Donc le nombre d'affectations est entre 1 et n, où n est la longueur de la liste. Donc ce qu'on voit, c'est que la complexité peut dépendre de l'instance du problème. Et donc pour mesurer la complexité d'un problème, c'est important de comprendre qu'on fixe toujours une mesure élémentaire. Donc ça peut être le nombre de comparaisons, le nombre d'affectations, la mémoire utilisée, le temps utilisé, sur lequel on va se focaliser dans les cours qui viennent. Et donc à un algorithme donné, à une certaine entrée, une certaine instance, on a une certaine complexité mesurée selon cette mesure élémentaire. Et pour arriver à en parler, ce qu'on cherche souvent, c'est à mesurer cette complexité en fonction d'un paramètre naturel, typiquement une taille. Donc là, le taille, c'était le nombre d'entrées, le nombre d'entiers dans mon instance. Donc par exemple, pour mon algorithme max, j'ai une liste en entrée, et la taille, c'est le nombre d'éléments dans la liste. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut parler de la complexité d'un algorithme, c'est-à-dire que on a fixé l'algorithme et on s'intéresse à faire varier les entrées. Et en général, on va mesurer ça donc en fonction de n, la taille des entrées. Donc on cherche le maximum sur les entrées pour une taille donnée de la complexité. Donc c'est une évaluation dans le pire des cas. Donc ça, c'est la complexité d'un algorithme. Mais souvent, on veut parler d'optimalité ou de performance d'algorithme. Donc on va s'intéresser à la complexité d'un problème. Cette fois, on cherche à non pas seulement faire varier les entrées, mais aussi l'algorithme. Donc on cherche l'inf de la complexité sur tous les algorithmes, en supposant que cette inf existe. Si on a un algorithme dont la complexité réalise cette inf, ben l'intérêt, c'est de se persuader que cet algorithme est optimal. Il n'y a pas de meilleur algorithme que celui-là. Alors pourquoi est-ce qu'on prend une vision au pire cas avec un maximum? Parce que souvent c'est le mieux qu'on arrive à faire. Donc, parfois par contre on arrive à faire la complexité exacte. Mais souvent le problème c'est que pour parler de ces fonctions, on est souvent obligé, ou il est souvent pertinent de se limiter à des études asymptotiques, ou à des bornes asymptotiques quand n est grand. Parce que ça permet de capturer l'essentiel de la complexité dans bon nombre de cas et de comparer simplement les algorithmes. Alors juste pour montrer qu'on peut faire des études exactes sur mon problème du max par exemple, eh bien le problème du max, il admet une solution avec n-1 comparaison. C'est celle que je viens de présenter. Mais je vous affirme que
c'est en fait la complexité du problème du max. On ne peut pas faire mieux. Cet algorithme est optimal en termes de nombre de comparaisons. Alors comment est-ce qu'on se persuade qu'il est optimal? En fait, on prouve que dans tout algorithme qui résout le problème du max, tout élément qui n'est pas le maximum, autre que le maximum, doit être comparé au moins une fois avec un élément qui lui est plus grand. Si jamais j'arrive à prouver ça, ça veut bien dire qu'il faut au moins n-1 comparaisons pour résoudre max. Et pourquoi cette proposition est vraie? C'est un raisonnement qui est le suivant. Si j'appelle I0 le rang du maximum retourné par l'algorithme sur une certaine liste de longueur n, je vais faire un raisonnement par l'absurde. Je vais supposer qu'il y a un élément d'indice G0 qui n'est jamais comparé avec un élément plus grand que lui. En particulier, il n'a donc pas été comparé avec le maximum. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si je donnais à manger à mon algorithme la même liste, mais en ayant changé la valeur à l'indice J0 par M, du coup, l'algorithme réeffectuerait exactement les mêmes comparaisons sur L et L', puisque toutes les comparaisons qu'il va faire, en fait, en l'occurrence sur L et sur L', seront les mêmes. Donc on ne va jamais comparer L'J0 à L'I0, et donc l'algorithme va retourner ce qu'il retourne sur L, à savoir la valeur M. Or, il devrait retourner M plus 1, donc il y a une erreur. Bref, ma proposition est vraie, conséquence, je sais que mon algorithme est optimal. Bon, ce qu'on voit sur cet exemple, c'est que faire des études exactes, c'est souvent assez pénible. Et là, on a de la chance parce qu'on arrive à le faire sur un problème simple comme celui-là, mais souvent, on doit se contenter des asymptotiques. Donc, je rappelle des notations grand O qu'on va beaucoup utiliser. On dit qu'une fonction f de n est en grand O de g de n si, à partir d'un certain rang, f de n est plus petit que g de n fois une certaine constante. Plus proprement dit, il y a deux constantes n0 et grand B, telles que pour n plus grand que n0, f de n est plus petit que b fois g de n. Si vous préférez en français, f ne croît pas plus vite que g asymptotiquement. Exemple, donc le problème max a une solution en grand O de n affectation, en l'occurrence n-1. Bon, un algorithme en grand O de 1, c'est du coup un algorithme qui fait un nombre constant d'opérations. En grand O de n, c'est ce qu'on appelle un algorithme linéaire, et grand O de n puissance k, c'est un algorithme polynomial. Bon, on va moins les utiliser, mais pour information, il y a aussi une notation grand gamma et θ. Grand gamma, c'est le dual de grand O, et θ, ça veut dire qu'en fait, vous avez à la fois grand gamma et grand O, donc en fait, que f et g sont du même ordre. À partir d'un certain rang, f est entre b fois g de n et c fois g de n pour des constantes b et c. Donc exemple, je peux dire, avec ces notations, que le problème max nécessite θ de n comparaison. On peut aussi dire, si vous l'avez déjà vu, que trier nécessite grand O de n log n comparaison. Bon, tout ça, c'est des complexités au pire cas, et on peut avoir envie de parler de complexité en moyenne. Donc quand on parle de complexité en moyenne, ça veut dire qu'on fait varier les entrées selon une loi de distribution, selon certaines probabilités. Et donc on va calculer la moyenne de la complexité. Et parfois, on arrive à faire des calculs de complexité en moyenne. Donc par exemple, pour max, en fait, c'est assez barbare. En tout cas, ça ne tient pas sur mon transparent. Mais si je simplifie à ce problème où je veux savoir si un certain entier x est dans une certaine liste, le nombre de comparaisons que fait cet algorithme, c'est k, où k est le rang de l'élément lorsqu'il est dans la liste, et c'est n sinon. Donc si je veux parler de sa complexité en moyenne, il faut que je fasse une hypothèse sur les entrées. Donc par exemple, je suppose que mes entrées, c'est des permutations de 1n, et que je suppose équiprobable, il faut que je calcule la complexité en moyenne. Et on peut se persuader, je n'ai pas envie de détailler cela,
mais que ça vaut n plus 1 sur 2. Donc dans le polycopier, vous avez des exemples. Si vous cherchez dans le polycopier de inf 421, vous avez d'autres exemples. Et pour le maximum, on peut se persuader que ça reste de l'ordre de log n en moyenne avec cette hypothèse-là. Et ce que je voulais dire par là, c'est que la complexité en moyenne, ça peut se calculer, mais peut être très barbare, et on va plutôt raisonner en pire cas en ce qui nous concerne dans ce cours. Et par ailleurs, une chose simple, de bon sens, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour parler de complexité en moyenne, ça veut dire que vous avez une loi de distribution sur vos entrées. Là, en l'occurrence, on a choisi des entrées qui sont des permutations de 1n equiprobables. Souvent, en pratique, on n'a pas nécessairement clairement une distribution sur les entrées. En tout cas, on ne connaît pas, a priori, les entrées sur lesquelles l'algorithme va être appelé. Donc, l'idée que la complexité en moyenne, c'est nécessairement plus judicieux, souvent, ça se discute parce qu'on ne sait pas vraiment si le calcul qu'on peut faire est représentatif ou pas des données. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait souvent des analyses au pire cas. Bon, juste un exemple d'étude sur le tri. Donc c'est un grand classique de problème sur lequel on sait dire quelque chose sur la complexité. On sait dire que tout algorithme de tri qui fonctionne par comparaison et qui n'a pas d'autres informations sur les données fait de l'ordre de n log n comparaison dans le pire des cas. Donc là, je me force à le redire avec mon vocabulaire d'avant. La complexité du problème du tri, c'est n log n. C'est en θ de n log n. Alors, pour dire ça, ça veut dire θ, ça veut dire que je sais le faire en n log n et je ne peux pas faire mieux. Alors, un exemple de façon de faire pour le faire en n log n, c'est le tri par fusion, mais il y en a d'autres. Maintenant, se persuader qu'on ne peut pas faire mieux, c'est un raisonnement sur les arbres. En remarquant que si mon algorithme fonctionne avec des comparaisons à un algorithme donné, on peut associer un arbre de décision. Chaque nœud de cet arbre, c'est une comparaison. Donc ce que j'ai à la racine de l'arbre, c'est la première comparaison. Le fils gauche, c'est ce que je vais faire si cet résultat était positif, donc si j'avais bien que E1 était plus grand que E2, et le fils droit, ce que je fais si le résultat avait été négatif. Et ensuite, je commence récursivement. Donc là, je suis en train de dire que je compare E1 à E2. Si jamais E1 est plus grand que 2, je vais comparer E2 à E3. Si jamais E2 est plus grand que 3, je continue. Et à des moments qui correspondent aux feuilles de cet arbre, je produis un résultat. Donc ça veut dire que je dis que c'est la permutation 1, 2, 3, le résultat correct du tri de mes entrées. En supposant que mes entrées, c'est des permutations de 1 à n, toujours. Donc finalement, à chaque algorithme, je peux associer un arbre de décision qui ressemble à celui-là. Maintenant, cet arbre, il est binaire, dans le sens où chaque feuille, chaque nœud, pas chaque feuille, chaque nœud a exactement 2 fils. Maintenant, par récurrence, vous pouvez vous persuader qu'un arbre binaire de hauteur h a au plus 2 puissance h feuilles. Donc la hauteur, c'est la longueur d'un plus long chemin entre la racine et une feuille. C'est intuitivement la hauteur qu'il me faut pour le représenter de cette façon. Donc par récurrence, l'arbre binaire de hauteur h a au plus 2 puissance h feuilles. Maintenant, les feuilles, quand je trie une permutation, il doit au moins y avoir les factoriel n permutations possibles, puisque je pourrais donner chacune de ces permutations en entrée. Donc, j'obtiens que h doit être plus grand que le logarithme de factoriel n, et par la formule de Stirling, c'est au moins n log n. Et donc, je viens de prouver que trier nécessite au moins n log n comparaison avec ces hypothèses. Bon, en passant, ces hypothèses sont super importantes.
je parle d'algorithme de tri qui fonctionne par comparaison et qui n'a pas d'autres informations sur les données. Si vous avez plus d'informations sur les données, vous pouvez parfois les trier beaucoup plus vite. Si par exemple ce que vous cherchez à trier c'est des cartes à jouer, vous savez que ces cartes à jouer ont un nombre fini possible de valeurs. Et clairement, vous pouvez du coup les trier sans faire la moindre comparaison. Par exemple, ce qu'on appelle le bucket sort, c'est tout simplement en plaçant les cartes selon leur valeur dans un tableau, vous allez les trier sans faire de comparaison. Donc ce raisonnement est valable avec certaines hypothèses très précises.